Nous allons, dans 1h15, c'est le temps dont nous disposons, essayer de vous faire une synthèse ou un commentaire qui vous donne un peu l'ambiance, etc., de ce qui s'est passé dans les différentes sessions, puisqu'on les avait appelées sessions. Et pour cela, on a constitué à chaque fois un couple entre le président de la session et le ou la rapporteur de la session. Et donc, on va commencer par les heureux. On devrait d'ailleurs les obliger à finir parce que c'est eux qui ont le plus de facilité, c'est-à-dire ceux des 2 sessions d'hier. Et donc, pour la session, nous les malheureux des sessions d'aujourd'hui qui n'avons pas beaucoup de temps pour préparer, on parlera les derniers. Et donc, on va commencer par la session sur l'économie, puisqu'il s'agissait quand même bien d'économie. Et donc, vous avez la parole. Bonjour. Alors, normalement, ça va fonctionner. C'est bon, ça marche. Ouais. Donc, la session... Divia Leduc. Oui. Donc Divia Leduc, rapporteur de la session Quels moteurs économiques pour la métropole, donc, qui était présidée par Elisabeth Campagnac-Acher et Christophe de Mazières. Cette session, premièrement, elle a permis de construire un dialogue itératif et réflexif entre des chercheurs qui formalisent un certain nombre de connaissances en aménagement, en urbanisme, avec des background disciplinaire de sociologie, de sciences politiques, d'économie également, et des élus, donc, qui étaient notamment représentés par Monsieur François Chollet, donc vice-président à la métropole de Toulouse, et aussi donc un certain nombre de réactions qui sont venues de communautés de praticiens qui travaillent dans des collectivités ou des agences d'urbanisme. Cette première session, elle a permis également donc d'aborder un certain nombre de diversité de cas d'études, donc en abordant des métropoles d'une taille similaire en France, qui présentent un certain nombre de spécificités dues à leur histoire ou à leur géographie, à leur passé industriel. On a notamment donc abordé les cas de Grenoble et son hyperspécialisation et sa mutation techno-métropolitaine, mais également Nantes et Marseille à travers la labellisation de la French Tech. Toulouse aussi, avec sa spécialisation et ce renforcement autour de l'aérospatiale. Et Aix-Marseille a également permis donc de mettre en évidence un certain déphasage qui pouvait exister entre une économie métropolitaine et certains quartiers donc oubliés de cette aire métropolitaine. Ces cas d'études français ont été mis en lumière par un cas italien, donc le cas de Milan, qui finalement a permis de mettre en évidence par une distanciation l'intérêt qu'il pouvait y avoir à la comparaison internationale et plus spécifiquement européenne pour comprendre les ressemblances et les dissemblances dans les stratégies urbaines autour de l'économie métropolitaine. 3 grands enjeux donc, sont ressortis de cette session autour de l'économie métropolitaine, des enjeux épistémologiques et méthodologiques, des enjeux économiques et transitionnels et des enjeux urbanistiques et de politiques urbaines. Dans la première catégorie des enjeux, finalement, on voit que se dessinent 2 grandes séries de questions. Des questions du point de vue économique qui permettent de réinterroger finalement quels sont les moteurs du dynamisme métropolitain, de dépasser finalement la définition de l'économie métropolitaine qui se limiterait à l'économie de l'innovation pour comprendre quel est le rôle de la société de la connaissance autour notamment des nouvelles formes d'économie métropolitaine que serait l'économie circulaire, donc autour du recyclage, et aussi de l'économie métropolitaine ordinaire qui a été soulignée donc par Magali Talandier et qui se situerait entre l'économie des services supérieurs ou des activités supérieures à forte valeur ajoutée et une économie d'hyperproximité dédiée aux ménages.
Parallèlement à ça, donc du point de vue socio-territorial ou socio-spatial, se pose la question donc des enjeux épistémologiques et méthodologiques pour aborder les territoires métropolitains. Il semble important, et cette session a permis de souligner donc que s'interroger sur et poser des questions aux 3 échelles des systèmes territoriaux métropolitains, donc des quartiers, de la ville, mais aussi de la région métropolitaine, permet de saisir des dynamiques à la fois macro-métropolitaines, donc des liens entre les métropoles, et micro-métropolitaines, donc de ce qui se passe à l'intérieur des métropoles, entre les quartiers ou entre les villes qui composent ces métropoles. Une seconde catégorie d'enjeux donc, se tourne autour des transitions, à la fois une transition économique, mais aussi numérique et écologique, et montre finalement la complexité métropolitaine à l'aune donc de la mondialisation. Pierre Vels a souligné donc les enjeux de la transformation du système productif qui était en cours étaient extrêmement importants et avaient un impact donc sur cette économie métropolitaine et poser un certain nombre de questions autour des effets territoriaux de cette transformation, à savoir finalement les métropoles en capacité de saisir ces différentes transitions et ces différentes mutations auraient une plus grande capacité à assurer leur résilience. On pense par exemple ici donc à la transition numérique notamment, qui transforme à la fois les usages, mais aussi des dynamiques spontanées qui naissent autour de cette transition numérique et qui interpellent quant aux effets territoriaux durables, par exemple autour des startups. Enfin, troisième catégorie d'enjeux, donc autour qui interroge et qui réinterroge le dialogue entre les élus et les chercheurs en urbanisme, c'est de comprendre finalement quels sont les facteurs de potentialité ou au contraire de faiblesse des territoires métropolitains. Et la session a permis de mettre en évidence l'importance finalement de mener des études conjointes à la fois sur les nouveaux clusters urbains, mais aussi sur les nouveaux récits territoriaux. Ainsi, le succès et la diversité, par exemple, des tiers-lieux nous interrogent à la fois sur comment en être finalement pour les métropoles, mais aussi comment se différencier sans imiter finalement la métropole voisine et avoir la même stratégie urbaine. L'économie numérique est aussi un formidable laboratoire pour observer ces transformations, puisqu'il y a une transformation sur qui produit la ville, avec notamment donc l'avènement des investisseurs privés, comme par exemple les GAFA qui créent de nouveaux finalement quartiers créatifs et qui interroge aussi la restructuration des relations entre l'État, les collectivités territoriales et les établissements publics, mais aussi donc ces investisseurs. Enfin, Renaud Epstein a abordé également la question de la labellisation, donc au-delà du marketing territorial, quels sont les effets de cette labellisation qui finalement aussi nous pousse à interroger, et Corinna Morandi l'a bien mise en évidence, la cohésion métropolitaine qui s'opposerait à la métropolisation pauvre ou à la métropolisation télescopique, donc plus ou moins, et donc s'opposant à la métropolisation inclusive. En conclusion, finalement, de cette session, on peut dire qu'elle a permis de souligner 3 points importants à mettre à l'agenda donc de recherche et de recherche donc sur cette économie métropolitaine. Premièrement, donc, il semble important de prêter attention au tournant local et de s'interroger donc finalement sur cette métropole et les autres, en affinant un certain nombre d'hypothèses à différentes échelles, à la fois spatiales, donc comme on l'a vu, les différents territoires qui composent la métropole, mais aussi en articulant un certain nombre d'intérêts de recherche et d'intérêts opérationnels, donc en fonction des échelles temporelles.
la production urbaine immédiate ou la stratégie de long terme et l'évaluation également. Et enfin, de troisième point ici, donc c'est l'intérêt de la comparaison des expérimentations une fois que le contexte est bien posé, les dissemblances entre des contextes nationaux sont bien posées, de voir finalement ce que peut apporter cette comparaison, donc à travers des variables qualitatives et quantitatives qui seraient identifiées, et autour donc de réseaux de coopération intermétropolitaine, mais aussi de chercheurs. Merci. Madame, Monsieur les coprésidents, à vous la suite. Bonjour. Alors merci à Divya qui a fait en effet un très, très bon compte rendu de la session. Moi, j'ajouterais peut-être deux éléments en tenant compte des acquis qui me semblent être ressortis hier comparativement au travail qui avait pu être mené sur POPSU 2. Moi, les deux acquis que je vois, c'est d'une part le fait qu'on dépasse la dichotomie qui était souvent soulignée, en particulier chez les économistes, entre la métropole et le reste. Donc avec une substitution peut-être d'une polarisation simplement sur les fonctions et son remplacement par une prise en compte des flux entre les différents territoires. Et ce qui a été acté hier, c'est le fait de penser la relation, non plus simplement mondialisation-métropolisation, mais aussi mondialisation, métropole et l'environnement, alors à différentes échelles, différentes. Et ça, je trouve que c'est très important d'intégrer métropole et ses environnements. Et ça, c'était aussi un des aspects qui était ressorti des travaux, notamment de Magali Théatalandier, et qui me semble acté. Deuxième point, c'est enfin, je dis enfin, l'attention portée aux transformations du système productif. Et par cette notion de société hyper-industrielle, je pense qu'en effet, ça amène à repenser toutes ces mutations qui sont en train de se produire, aussi bien dans l'industrie, dans les services, dans l'articulation entre les deux. Et je pense que métropole, sans considérer le fonctionnement réel et l'organisation des activités économiques, il y a un côté un peu manquant. Et je pense que c'est tout à fait important de considérer l'évolution parallèle ou réciproque, interdépendante de ces deux dimensions. Voilà, et je dirais simplement... Voilà. Christophe ? Non. Ah, parfaitement. Merci en tout cas aux deux coprésidents, même si les deux ne parlent pas. Et on passe maintenant à la métropole fluide. Et donc, Stéphanie Loès a la parole. Merci. Donc, la métropole fluide, l'objet de la session, c'était bien les mobilités, pour reprendre l'expression de notre président de session, Jean-Marc Hoffner, comme consubstantiel à la métropole. Donc, plusieurs questions ont été posées lors de cette session. Deux questions. La première, comment répondre à l'injonction de mobilité, qui nécessite une capacité de mise en œuvre, une gouvernance à trouver, et des dispositifs de régulation, notamment à l'échelle métropolitaine. Et la deuxième question qui portait sur comment concilier sédentarité et fluidité, ce qui passe par une nécessaire domestication des flux, comme nous l'a présenté Jean-Marc, et qui nécessite de réfléchir à des lieux qui combinent à la fois les fonctions de circulation et d'urbanité. Alors pour répondre à ces deux questions, au fil de la session, nous avions un regard croisé entre plusieurs intervenants. D'abord le regard du politique de l'élu, avec Michel Lefaou pour la métropole de Lyon, Frédéric Sanchez pour celle de Rouen, qui nous ont montré une nouvelle façon de penser les lieux de mobilité. Nous avons eu l'exemple d'un grand projet de transformation de la gare de la Part-Dieu, dont l'objectif est clairement d'en faire la porte d'entrée métropolitaine, avec un projet qui mêle l'offre immobilière tertiaire, la réorganisation des flux, le développement d'une offre multimodale et le réaménagement, la requalification des espaces publics. Et puis le cas de Rouen avec la création d'une nouvelle gare TGV, le développement d'un quartier urbain autour de cette gare, et puis surtout l'expérimentation originale de la mise en œuvre du véhicule autonome, de la mise en service d'un véhicule autonome, avec une opération menée conjointement par la métropole, Renault, Transdev.
Donc on a retrouvé à travers ces exemples et le propos des élus une volonté affichée et commune de penser ici la gare de demain, mais de penser les lieux de mobilité de demain. Ensuite, on a bénéficié de l'apport des concepteurs. Donc, du côté des concepteurs, Jacqueline Hosty, paysagiste, Antoine Vigée-Colère pour l'agence TVK, ils nous ont montré comment ont évolué les nouvelles façons de concevoir les espaces de mobilité, avec des maîtres mots qui se détachent, la porosité, la perméabilité, la marchabilité, etc. Plusieurs exemples ont été développés. Je retiens celui de la notion de boulevard épais développé par Jacqueline Hosty sur le cas de Chartres, avec une voirie qui se restructure et qui superpose les espaces de stationnement, les espaces de circulation et des fonctions urbaines en surface, avec une prise en compte de la temporalité aussi de l'usage des lieux. Le concept également de porosité verticale que nous a rappelé Corinne Thiriano à propos des gares japonaises qui se restructurent également, et la notion d'architecture du sol développée par Antoine Vigée-Colère et tout le travail de l'agence TVK qui implique dans l'aménagement de ces lieux de mobilité de penser les aménagements qui articulent le sous-sol, le sol, le bâti, donc une conception tridimensionnelle et qui était très intéressante à écouter. Et enfin, le regard des chercheurs avec les analyses sur les stratégies politiques, l'action publique mise en œuvre pour organiser les mobilités, planifier ces infrastructures et ces lieux de transport. Donc avec le rôle de l'action publique, ses effets, que ça soit par exemple dans l'étude de Corinne Thiriano sur la stratégie d'internationalisation des gares japonaises, ou l'exemple suisse développé par Vincent Kaufmann sur la stratégie de développement urbain qui a été mise en place depuis de nombreuses années sur Zurich et qui a permis, à partir du réseau de RER, de concevoir et de développer la ville en se basant sur ce réseau de RER. Ont été soulignées les limites de cette action publique, bien sûr, avec les paradoxes de gares européennes et de leurs quartiers d'affaires, comme à Lille, à Bruxelles, c'est l'exemple qu'a développé Philippe Menroux et qui a été traité dans les travaux de POPSU 2. Et puis le rôle des acteurs et le poids des élus. Alors Vincent Kaufmann a fait référence à l'importance d'avoir des élus moteurs qui ont 14 coups d'avance dans les projets. Alors ce petit résumé étant fait, je voulais moi retenir 3 éléments qui m'ont semblé importants et Jean-Marc pourra en ajouter d'autres par la suite. Dans ces échanges, il m'a semblé important qu'est ressorti dans un premier temps l'importance du poids de l'infrastructure héritée et effectivement ces effets de coupure qui sont bien connus, mais aussi du fait que cette infrastructure héritée est aussi une ressource support de nouvelles fonctionnalités. Donc on l'a vu avec le regard des concepteurs, en requalifiant une autoroute urbaine, une voie ferrée, etc. On revient aussi aux fondamentaux du lieu et on se repose la question de comment cette infrastructure est avant tout un lieu de mobilité dans lequel on essaie de retrouver d'autres fonctions urbaines, créer du lien, etc. Ensuite, une deuxième idée importante qui a été soulignée, qui est ressortie des échanges, c'est l'importance de la mise en scène des lieux de mobilité. C'est un terme, scénarisation, mise en scène, c'est un terme qui est revenu assez souvent. On l'a vu dans les travaux de Jacqueline Hosty qui nous a présenté un exemple d'aménagement du front de mer des Sables d'Olonne où a été mis en œuvre une recomposition du boulevard qui a été dictée par la ligne de vue, le paysage, donc avec un élargissement de la promenade pour les piétons, avec une partie en encorbellement sur la plage, etc. Donc il y a vraiment un aménagement de l'infrastructure, du boulevard, qui est dicté par cette volonté de mettre en scène, ici, le rapport à la nature, à la mer, etc. C'était aussi le cas dans les grandes gares européennes, japonaises, avec les propos de Philippe Menroux, de Corinne Thiriano, qui nous rappelaient comment la gare et le quartier de gare sont utilisés pour mettre en scène la métropole, pour afficher le caractère international de la métropole et de la ville. Et puis, également, dans cette lignée-là, dans cette idée de mise en scène des lieux de mobilité, c'est ce qui est ressorti des propos d'Antoine Vigée-Colère sur les travaux que mène l'agence TVK
dans le cadre de la réflexion sur les pôles d'échange du Grand Paris, avec une idée de mise en scène, de scénarisation du Grand Paris Express, puisqu'on est là dans le cas d'une infrastructure lourde, importante, dont on sait qu'elle pourra être mise en service totalement que dans 10, 15, 20 ans, et où la réflexion sur les pôles d'échange et les gares tient compte du fait qu'on doit raconter une histoire, mettre en scène des espaces, des lieux de mobilité qui doivent fonctionner aujourd'hui, avoir du sens aujourd'hui, même s'ils ne fonctionneront en réseau que dans 10 ou 20 ans. Donc voilà, on a vraiment une mise en scène, même une mise en histoire de ces lieux. Et puis le dernier point qui est ressorti de ces propos concerne les nécessaires défis qui imposent de repenser la façon de concevoir les lieux de mobilité. Alors ont été évoqués au fil des discussions le défi climatique, avec l'exemple de Lyon et des expérimentations qui sont menées sur la conception des sols, leur perméabilité, les types de plantations à mettre en place pour, par exemple, réduire l'îlot de chaleur urbain. Le défi de l'explosion des mobilités, même si là je mets le bémol sur les mobilités, non pas l'explosion des mobilités, mais pas les mobilités quotidiennes, mais qui impose de réorganiser des espaces comme les gares, qui sont parfois à la limite de la saturation. On l'a bien vu dans l'exemple de la gare de la Part-Dieu à Lyon. Le défi numérique, donc ça, le propos de Frédéric Sanchez était très éloquent là-dessus, où il nous expliquait en quoi le développement du transport autonome posait la question aujourd'hui dans la façon de concevoir la future gare de grande vitesse, puisqu'on imagine que le transport autonome va évidemment bouleverser ces espaces-là. Donc on imagine aujourd'hui des aménagements dont on sait que peut-être d'ici quelques temps ils seront obsolètes. Donc le défi du numérique est important à prendre en compte. Le défi de la conciliation des échelles, ce qu'on a vu à plusieurs reprises dans les propos des intervenants, à quel point il était important dans ces lieux de mobilité de concilier le macrosystème de transport avec le microsystème de la voirie, de ses abords immédiats du quartier. Donc était toujours présent cette idée ce défi de devoir concilier les échelles, le proche, le lointain, les espaces ouverts de passage, en même temps les espaces sécurisés dans ces lieux de transport. Et puis enfin le dernier, le défi de la gouvernance, qui a été évoqué par Philippe Mennereau, Vincent Kaufmann, qui sont revenus sur l'importance de la prise en compte des mobilités dans l'action publique, et puis le fait d'avoir vraiment une vision stratégique pour porter le réaménagement de ces lieux de mobilité. Voilà. Merci. Monsieur le Président. Alors, face à cette synthèse parfaite de commentaires à la subjectivité totalement assumée, même s'ils ont trouvé beaucoup d'arguments dans les 6 exposés de la session, on a beaucoup parlé de sol, ce qui finalement n'est pas banal. D'architecture du sol, de sol facile. Et on a beaucoup parlé de l'usager privilégié de ce sol, à savoir le piéton. Et moi, je voudrais vous proposer le piéton comme figure métropolitaine majeure. Alors, pas le piéton réduit à sa petite part du camembert statistique du marché des déplacements, pas le piéton dans son hyperlocalisme, mais le piéton à la fois multimodal, multiscalaire, nomade et sédentaire, usager de l'espace public et producteur de l'espace public. Une sorte de sujet intégrateur qui finalement assez facilement permet de tirer une bonne partie des fils des questions métropolitaines. Proposition. Je reprendrai volontiers le titre d'un livre célèbre d'Isaac Joseph sur le passant considérable, qui lui-même avait repris l'expression de Mallarmé. Voilà. Le piéton passant considérable et usager métropolitain à prendre en considération. La deuxième remarque, donc là je me répète, mais je sens qu'il y a désormais un terreau favorable pour ces propositions, de façon un peu trop abrupte. La mobilité est un sujet trop important aujourd'hui. Je pense que c'était vrai hier, mais
ça l'est encore plus aujourd'hui, pour ne pas être laissé aux seuls organisateurs du transport. Voilà. Alors ça peut demander un peu de révision législative, mais comme tout le monde en a marre, on peut aussi essayer de faire autrement. Et pour aller un tout petit peu plus loin, et sans imposer mes vues aux orateurs de la prochaine table ronde, il me semble que si on veut continuer à fabriquer, voilà, un peu dans la douleur quand même, la gouvernance métropolitaine, ici et ailleurs, peut-être faut-il commencer à se dire qu'il faudrait arrêter le monopole des acteurs des stocks et des parcelles sur cette gouvernance pour en concéder un petit peu aux acteurs des flux et des réseaux. Merci. Cela mériterait développement, mais ce sera pour plus tard. Non, tu avais une minute, hein, je croyais que tu avais fini, mais non, pas de souci. Bon, merci en tout cas. Là, je vais m'accorder le privilège du président, je pense, parce que peut-être ce serait à ma table ronde de passer, mais je la ferai passer en dernier. Et donc, Laurent, si tu es prêt, ou Marco, lequel des deux? Prêt. On fait avec. En tout cas, il était question du quatrième, du coup. Du quatrième. Alors, je vais d'abord commencer en petit rapporteur objectif. 4 chercheurs à la table ronde, 2 acteurs, de vieux chercheurs comme de jeunes, une inégalité quant au genre, pas de femmes à la table, un public d'une 40aine de personnes, et les villes en fond, Montréal, Marseille, les métropoles allemandes, Paris, Toulouse, Bruxelles. Plutôt une bonne attention collective, avec certes une diversité de propos, mais aussi des mots-clés partagés. Voilà pour la fiche administrative d'évaluation qu'on pourra transmettre aux supérieurs hiérarchiques sur cette affaire. Plus sérieusement, une session au titre incertain, et j'y reviens un petit peu parce que j'y reviendrai ensuite sur les enjeux sémantiques, tantôt ville friendly, tantôt ville accueillante. Et finalement, dans les derniers mètres, c'est plutôt la ville accueillante qui a été problématisée dans cette session. Et la problématique de l'accueil de l'autre qui a été dominante. Je pense que Marco y reviendra dans sa minute, la minute de Monsieur Cyclopède. 2 arrière-plans. 2 arrière-plans peut-être. Le premier peut-être inconscient, mais qui désignait l'intitulé pour une métropole accueillante. Le pour qui est peut-être de cette crainte sur le risque d'exclusion. La métropole qui donc ne serait pas accueillante naturellement. Et je dirais que médiatiquement, on voit bien l'impact aujourd'hui, en France au moins, mais pas seulement, de représentation dualiste de ces métropoles riches qui se gavent, vous me voyez mettre des guillemets, avec les périphéries asséchées. C'était aussi l'arrière-plan de la table ronde animée par Marie-Christine Jaillet hier soir. Et voilà, je crois qu'il faut qu'on garde cette question en tête. L'autre point d'arrière-plan, c'est que clairement la question des réfugiés et de leur accueil dans les métropoles était décisive, et c'est devenu très évident avec la présentation de Frank Eckart et la manière dont les villes allemandes font avec cette question. Alors c'est vrai que dans les années 80, sûrement que la session aurait été intitulée quelque chose comme « Enjeu de la mixité sociale », comme bannière évidente, et puis comme moyen de parvenir à cette mixité sociale. Il aurait été question de politique de la ville, de développement social urbain. Et il y a eu bien de la critique de cet étendard. On lui a préféré la mixité fonctionnelle. Et puis, je dirais qu'il y a eu, rappelé hier également par l'intervention de Charles Piquet, une critique de la mixité sociale, avec son appel finalement à revenir à cet enjeu. Donc on voit finalement que l'usage des notions évolue en spirale. Dans les années 90, on aurait sûrement eu les métropoles entre attractivité et solidarité, et combien de colloques avec un titre de ce genre ou équivalent. Et donc aujourd'hui, le friendly, et peut-être plus sérieusement, et c'était indiqué dans l'argumentaire, la notion de diversité. Dans l'argument initial, il était question de ces termes qui ont été, je crois, beaucoup discutés, plutôt dans le monde anglophone sûrement, de superdiversité, d'hyperdiversité. J'en dis 2 mots, même si ce n'était pas donc dans la table ronde explicitement. D'une part, cette idée avec la superdiversité, c'est pas mal venu de Birmingham, d'une part, de s'intéresser de plus en plus à la croissance des migrations et de la multiplication des pays d'origine des migrants. Et donc l'idée, c'est de révéler une diversité de trajectoires et de situations au sein des groupes ou au sein de quartiers d'immigrants. Et je dirais que le second concept d'hyperdiversité est plutôt l'idée de l'intense diversification de la population, et non seulement du point de vue des caractéristiques que j'évoquais, mais aussi des modes de vie, des attitudes et des activités.
Et c'est vrai que dans les deux cas de figure, on se focalise peut-être de plus en plus sur les individus plutôt que sur des groupes et sur des communautés. Et c'est un changement par rapport aux notions de multiculturalisme et d'interculturalisme qui ont beaucoup plus occupé, je dirais, les débats il y a 15 ans, 20 ans. Et Daniel Latouche nous l'a très bien rappelé dans la session. Alors je le disais, pour résumer, des enjeux sémantiques et conceptuels très, très forts. D'une part avec des typologies proposées, le directeur général des services de Marseille parlant de la métropole incluante, excluante, séduisante, mais aussi deux autres problèmes, je dirais. Tantôt le problème de l'inflation langagière, alors on a parlé de ce problème du friendly, mais on pourrait aujourd'hui parler du vibrant, de l'agile, du kiff des territoires qui était l'université d'été du CFDU, je crois, fin du mois d'août. Donc n'en jetez plus, la coupe est pleine, mais aussi, je dirais, symétriquement, parfois un langage qui manque, ou en tout cas une difficulté qu'a pointé Mathieu Berger tout à l'heure, par exemple à propos de la métropole inclusive. Que s'agit-il de mettre dedans s'il n'y a plus de limite? Et tout de suite, on voit que se pose une vraie question. Donc il y a eu beaucoup de propositions aussi, sémantiques, sur les différences entre villes friendly, inclusives, hospitalières. Je ne reviens pas sur l'exposé, mais en tout cas, cet enjeu d'être précis était non seulement partagé par les chercheurs, ce qui n'est pas très surprenant, mais aussi par les acteurs. Et je dirais, tellement on est dans un monde où on est dans l'entente, dans le malentendu. Finalement, oui, on travaille tous sur les enjeux du développement durable, très bien. Et en même temps, quand on est précis avec certaines notions, on voit qu'il ne s'agit pas des mêmes choses. Tantôt on interpelle des politiques publiques, tantôt des milieux d'action, etc. Marco avait entamé en proposant le terme de différence, et finalement la notion n'est pas revenue dans les propos des collègues. En même temps, on pourrait revenir sur cet enjeu aussi de ce que permet de penser la différence par rapport à cette notion de diversité. Alors enjeu sémantique, j'y ai assez insisté. Mettre à l'épreuve les mots, c'est aussi les mettre à l'épreuve quand ils entrent en politique, dans leur passage aux politiques. Et donc, je vous signale d'ailleurs qu'on a toujours un appel en cours sur la revue Sociologie sur le développement des politiques étiquetées en termes de diversité, proposant de lutter contre les discriminations, promouvant l'équité, l'égalité des chances, etc., etc. Donc, on voit que c'est une question. Et les enjeux des politiques de la diversité qui ont plutôt tendance à remplacer les politiques de la mixité. On sait en France aussi la difficulté qu'on a pu avoir à un moment donné de pouvoir penser en termes de politique de peuplement, par exemple, etc. Donc, ce qui est intéressant, on n'a pas le temps d'entrer dans les détails, bien sûr, c'est qu'est-ce que cela permet, qu'est-ce que cela ne permet pas de voir. Et une des questions qui me semblait importante, qui a été soulevée dans la table ronde, c'est comment on installe, d'une part, et comment on préserve la diversité au fil du temps. Et donc je dirais que finalement on n'est pas tombé dans ce qui est parfois un piège peut-être de la pensée en termes de diversité qui n'arrive plus à penser en termes d'inégalité, en termes d'invisibilisation, etc. Je me permets de vous citer un chercheur qui avait eu ces mots très durs, en fait, Don Mitchell, à ce propos, qui disait « La géographie européenne a depuis longtemps capitulé devant cette invasion technocratique qui n'a fait que s'aggraver depuis le début des années 2000 et qui est notamment marquée par le remplacement des études sur l'injustice au sein des villes européennes par la célébration délirante de la diversité et du cosmopolitisme ». Fin de citation. Et donc il me semble précisément que c'est une session qui a montré l'enjeu d'articuler les deux et de ne pas basculer d'un côté vers l'autre. Il me reste encore 2 minutes, Monsieur le Président. Une, très bien. Et bien peut-être pour enjeu sémantique, enjeu d'entrée en politique, un troisième enjeu qui est un enjeu de mesure. Et c'est venu d'une des remarques, notamment ce que permet la comparaison entre les métropoles. On peut, dans certains cas de figure, savoir, je reprends l'expression de Daniel Latouche, combien de Syriens du quartier ouest de Damas, qui ont 2 enfants, sont arrivés tel jour de la semaine à Montréal, et qui vient, qui reçoit, où on arrive. C'est important parce que je crois que savoir mesurer, savoir aussi les implications, c'est une question donc de nombre, une question de rythme. On l'a bien vu avec l'intervention de Franck Eckhart aussi, et de pointer peut-être en France cette difficulté d'accueillir en nombre. Il y a quelques temps, quelques mois, on parlait beaucoup dans Nantes-Saint-Nazaire de l'implantation d'un centre pour les migrants avec 40 personnes sur le sud du territoire. Donc voilà, c'est quelque chose qui est assez fortement ressorti.
Et puis, pour terminer, deux propositions peut-être. La première qui ressortait des échanges, c'était peut-être de passer du friendly, je reviens du coup à ces notions du friendly au easy, et plutôt donc de l'amical au facile. L'intérêt étant peut-être que dans l'amical, il faut déjà connaître les gens auparavant, alors que dans le facile, pas nécessairement. Et penser de la métropole easy, c'est peut-être plus satisfaisant pour s'intéresser aux aménités, aux équipements qui permettent de surmonter toutes sortes d'épreuves. Et c'est peut-être une déclinaison du droit à la métropole, si on veut réfléchir en ces termes. Et puis l'autre piste, un peu implicite dans la table ronde, c'était que probablement penser la ville accueillante ne peut faire l'impasse sur la pensée des différends, des dissensus, des mésententes et des conflits. Bon, j'ajoute seulement une petite réflexion en jouant sur les mots, surtout sur la présentation que Franck Eckhart a fait à propos des réfugiés. Donc, la réaction de presque tout le monde a été de souligner l'écart qu'il y a entre le nombre infinitésimal de réfugiés en France comme ailleurs, en Europe en général, et les problèmes qu'ils semblent susciter au sein des États, des régions, des métropoles. Et ça, je pense, qui nous interroge en tant que chercheurs. Pourquoi une dimension tout à fait pas problématique d'un phénomène social aussi grave que ça devient immédiatement un problème de cohésion politique au niveau européen, d'équilibre d'État. Et je pense que là, il y a une réponse. Il y a une réponse qu'il faut rechercher. Et c'est un problème surtout d'ordre urbain et d'ordre politique. Alors, on parlait de cosmopolitisme et on voit que là, il y a un problème de fragmentation du cosmopolitisme. Il y a des régimes spatiaux qui permettent le centre-ville touristique, qui est contesté par ailleurs à Barcelone, mais qui confine les réfugiés aux camps, qui est une autre forme de cosmopolitisme, et produisent les quartiers gentrifiés, plutôt les quartiers bobos. Et à nouveau, il y a une autre manière de parler de cosmopolitisme. Ça, c'est la première remarque. La deuxième, je vais rapidement, je vous cite simplement de noms de lieux. Lampedusa d'un côté, Lesbos, Calais, Grande-Sainte, et de l'autre côté, Barcelone, Amsterdam, Munich. Voilà, qui sont des points d'un réseau qui se forme. Je n'irai pas jusqu'au point de dire que c'est une nouvelle métropole européenne, mais vous voyez qu'il y a un transfert, un circuit qui s'est créé, où il y a un peuple en mouvement, il faut dire ça aussi. C'est le peuple de réfugiés, le peuple peut-être pas encore au sens de Michelet, mais quand même, il y a une dimension de mouvement et de connexions, des mises en réseau de points qui ne sont pas tout à fait homogènes. Donc des petits villages d'un côté, des grandes métropoles de l'autre, il y a un échange. Cet échange, ça crée des problèmes, ça nous pose des problèmes, et ça nous intéresse beaucoup, parce que met en question, je pense, la nature de la métropole. C'est un prisme qui nous permet d'interroger la question de la métropole par rapport au mouvement. Au mouvement et par son contraire, c'est-à-dire la formation de nouvelles écologies, on parlait dans les sessions, de temporalité, des circuits, de groupes sociaux qui s'organisent sur des espaces de lieux, de temps, donc d'écologie nouvelle qui dessinent la forme de la métropole que Sennett disait, c'est une œuvre ouverte. Et qu'il faut peut-être qu'un étudiant, ça c'est la conclusion que je voudrais amener à cette table ronde, donc c'est en session conclusive, c'est qu'en étudiant les réfugiés, on va apprendre quelque chose de notre métropole quotidienne. Merci infiniment. Merci infiniment sur cette réflexion très importante, je pense. Hélène Dangvu pour donc ce qui sera la dernière table ronde. Merci. Alors, j'avais la lourde charge de faire un rapport sur la session, les contours d'une métropole flexible. Je dis lourde charge parce que ça a été une session, à mon avis, je ne suis pas la seule à le penser, extrêmement riche ce matin. Extrêmement riche du fait d'abord du casting de cette table ronde, puisqu'on avait autour de cette table eh bien, à la fois des enseignants-chercheurs de POPSU, mais aussi extérieurs au programme et étrangers, en l'occurrence anglais, et qui ont pu nous parler de flexibilité d'une certaine manière dans le cas de l'Angleterre.
on avait un élu, Philippe Laurent, donc maire de Sceaux. On avait un concepteur et aussi chercheur, puisqu'il l'a souligné, Rudy Bauer, une double casquette, hein, qui nous a parlé notamment de la conception graphique de la métropole de Bordeaux et aussi sur le Grand Paris. Donc, je dirais un casting riche parce que très diversifié, ce qui a permis aussi de discuter de la flexibilité à travers différentes entrées. Donc, comme vous avez compris, je n'ai pas eu le temps de faire une synthèse complètement exhaustive. Ce que je vous propose, c'est plutôt quelques commentaires de ce qui s'est dit, ou ne s'est pas dit, ou s'est dit en creux. Ce qui ne s'est pas dit, et ce qui aurait pu être étonnant, je dis aurait pu parce qu'en fait ça ne l'est pas complètement, c'est le fait que cette table ronde n'a jamais questionné finalement le caractère flexible de la métropole. On a parlé, différentes formes de flexibilité ont été discutées, des enjeux de la flexibilité aussi ont été discutés, et des glissements sémantiques ont été très rapidement faits entre flexibilité, changement, et de ce changement, ces résistances au changement ou des problèmes de résilience, ou l'enjeu de la résilience. Le fait qu'on n'ait pas discuté de la flexibilité de la métropole est, de mon point de vue, assez parlant, en tout cas assez significatif du fait que les acteurs, les parties prenantes de ces territoires ont intégré le caractère incertain, et donc là on renvoie, je dirais, à la thématique générale de ce colloque, donc du caractère incertain dans lequel nous évoluons et nous agissons, la flexibilité étant une réponse, une adaptation à cette incertitude. Alors, incertitude face à quoi? Incertitude face à des catastrophes, catastrophes naturelles, mais on en a parlé, catastrophes aussi ou leurs aléas économiques, hein, on aurait pu évoquer les krachs boursiers, et donc, de ce fait, on a beaucoup parlé de résilience, incertitude face aux transformations institutionnelles. Et donc, beaucoup de questions ont tourné autour des différentes formes de gouvernance possibles, avec bien sûr la présentation des cas anglais, j'y reviendrai. Et aussi donc beaucoup de questions autour de l'acceptation et de l'adaptation à ces changements. Alors, capacité acceptation, adaptation au changement pour les organisations, mais aussi pour les citoyens, et la capacité des acteurs de la ville, de l'aménagement, à inclure ces citoyens dans ces changements. Hein. Comment les rendre intelligibles, interroger Rudy Bauer, comment montrer la complexité de ces territoires en transformation régulière. Alors, finalement, ce que je retiens, et ce qui est frappant, c'est peut-être l'ambivalence du terme flexibilité, qui renvoie à des figures assez diverses en réalité, à la fois à des figures plutôt positives, mais aussi à des figures inquiétantes, hein, parce que le changement, ça a été souligné notamment par Philippe Laurent, peut être perçu comme quelque chose d'inquiétant. Alors ces figures positives qui ont été évoquées soit directement, soit en creux, quelques éléments. Effectivement, la flexibilité peut renvoyer, ça a été dit par Alain Bourdin en traduction, à la réversibilité, et notamment la réversibilité des aménagements proposés, donc à la capacité que les aménageurs, les concepteurs ont à proposer des espaces, des opérations réversibles, transformables, qui peuvent être mutables. Et donc, à ce sujet, Philippe Laurent insistait sur le fait que ça, effectivement, on sait de plus en plus le faire via des aménagements temporaires. Il a parlé d'urbanisme transitoire, aux occupations temporaires des chantiers, par exemple, via aussi, et c'est peut-être plus un challenge, des dispositifs incluants qui laissent aussi la parole à d'autres acteurs que les acteurs classiques de l'aménagement, donc des usagers. On a parlé de start-upers, qui vont eux-mêmes, ces autres acteurs qui peuvent participer, si on leur permet, à la production urbaine, et qui vont proposer aussi peut-être d'autres modes de production, avec de nouvelles figures, la figure des passeurs entre différents milieux, et ça renvoie aussi peut-être aux discussions qu'on a eues hier, hein, passeurs entre des milieux professionnels et usagers, entre le monde économique, politique,
citoyens, etc. Et ce, donc, par exemple, dans des objets tels que les tiers-lieux, les Fab Labs, notamment évoqués par Emmanuel Evenot. Ça, ce sont plutôt des figures positives. Mais il y a aussi des figures négatives, et ça, c'est vrai qu'on a moins parlé, ou de façon moins directe, plutôt en creux. Donc ceux qui subissent la flexibilité, ça, par exemple, ça n'a pas été tellement dit. Qui en ont peur, ça a été dit. Des citoyens qui ont peur du changement. Mais on a peu finalement parlé des perdants. Or, on aurait pu s'attendre à ce qu'on parle, notamment parce qu'actuellement on en parle beaucoup, de l'ubérisation de la société et des risques. Et ça va du tout, il me semble, ou en tout cas très peu évoqué sur cette question de flexibilité, précarité. Alors, figure positive, figure négative. Par rapport à ce qui s'est dit dans cette table ronde, je trouve que ce qui est remarquable, en tout cas ce que j'ai apprécié, c'est que la table ronde n'a pas discuté ou donné une dimension morale de cette réflexion autour de la flexibilité. Il ne s'agit pas de dire c'est bien ou c'est mal. La question a plutôt tourné autour de la question comment on s'organise dans ce contexte d'incertitude et de changement, et comment on gère cette flexibilité. Et donc, on est très vite arrivé à la question de la gouvernance ou à la gestion, avec des exemples qui ont été présentés, d'exemples de résistance de certaines organisations face au changement, à l'innovation. Et Emmanuel Evenot a rappelé des échecs de réorganisation des administrations face à l'arrivée de l'informatique, donc des questions qui ne sont pas nouvelles. Et puis, Sébastien Love nous a montré comment, en Angleterre, la gouvernance des grands territoires et la production urbaine dans son ensemble pouvaient être aussi abordées par la flexibilité, au sens qu'en Angleterre, en tout cas dans ces exemples, la gouvernance était une gouvernance négociée. Il n'y avait pas un modèle de gouvernance. Il prenait là l'exemple des Combined Authorities qui négociaient leurs compétences et qui avaient des formes, de ce fait, aussi différentes les unes des autres selon les territoires. Cette présentation d'ailleurs de ces grands territoires anglais, les Combined Authorities, a particulièrement frappé, je pense, l'audience, et j'en retiens l'idée que finalement peut-être que cette proposition, cette organisation négociée de la gouvernance permettait non seulement d'être flexible, mais peut-être plus résilient par rapport aux aléas quotidiens ou aux événements que nous ne pouvons pas prévoir, bien évidemment. Donc c'est bien le terme de résilience qui a été le plus discuté finalement à cette table ronde. Olivier Sacks est revenu d'ailleurs sur les différents sens de cette résilience et a fait remarquer que souvent cette résilience était présentée de façon positive, qui n'était pas forcément quelque chose à prendre, en tout cas qui pouvait être discuté. Ce qui m'a fait penser, c'est une petite anecdote, lorsque j'ai entendu donc Olivier Sacks faire cette remarque, ça m'a fait penser à un autocollant que j'avais lu à l'université de Nantes et sur lequel il y avait écrit « Les roseaux sont des cons ». Et donc peut-être que effectivement la résilience, en tout cas ça peut être discuté, n'était pas forcément qu'une figure positive. Pour finir, simplement un commentaire général par rapport à cette table ronde. C'est-à-dire que le thème de la flexibilité n'a pas été abordé directement, frontalement, dans POPSU 2. Cela étant, il me semble qu'il y a des thématiques qui ont été traitées dans POPSU 2 et qui, de cette façon, peut être remobilisées et re-questionnées, notamment autour des questions de régulation qui ont été traitées dans POPSU 2, comment on gère et on se réorganise face à cette incertitude, et bien sûr les questions des fragilités urbaines qui peuvent être re-questionnées à cette aune de la flexibilité. Voilà. Merci Hélène. J'ai peu de choses à ajouter à cela, parce que tout est dit. Cependant, 2 ou 3 réactions très personnelles. Quand on a choisi le terme de ville flexible, on pensait que ce serait un terme qui ferait polémique et qu'on aurait ceux qui diraient non mais arrête, pas possible, et puis ceux qui diraient c'est bien, c'est super, etc. Je suis tout à fait frappé par le fait que ça a été
un débat très dépassionné sur ce sujet. On en a parlé, en bien, en mal, enfin en regardant un peu tous les aspects. Tout d'un coup, un terme qui devrait faire polémique ne fait plus polémique. Et c'était tout à fait intéressant à observer. Ça ne veut pas dire que tout le monde est du même avis, ça ne veut pas dire que tout va bien, ni quoi que ce soit. Ça veut dire qu'on en parle calmement. Parce que j'ai trouvé une chose assez extraordinaire, y compris d'ailleurs aussi pour le terme résilience, qui aurait pu donner lieu à bien plus de discussions autour de son existence ou sa non-existence, enfin, bon, etc. Ça a été traité très calmement et du coup un peu en profondeur. Parce que l'avantage de ne pas être calme, c'est qu'on n'est pas obligé de traiter les choses en profondeur. Là, comme on était calme, il a fallu les traiter un tout petit peu en profondeur. Et ça, je trouve que c'est un élément tout à fait intéressant. Un deuxième élément, moi, qui m'a frappé aussi, c'est notamment autour de l'intervention de Rudy Bord, c'est-à-dire la question de la lisibilité. C'est-à-dire que la flexibilité, ça n'a pas le même sens s'il y a un cadre de lisibilité qui permet de savoir où on va situer toutes ces choses qui changent, et puis s'il n'y a pas de cadre de lisibilité. Ce n'est pas du tout la même chose. Alors, Rudy Bord parlait de lisibilité d'abord dans l'espace, évidemment, mais on pourrait allonger la liste en parlant de lisibilité sociale, de lisibilité institutionnelle, etc., etc. Et dans le fond, le problème est peut-être moins de savoir s'il y a beaucoup de flexibilité que de savoir si cette flexibilité est lisible, si on peut lui donner un sens, si on peut s'y retrouver. Et puis ma troisième petite remarque, mais Hélène a bien dit, ma troisième petite remarque, c'est on parlait de flexibilité de la gouvernance. Peut-être que ce qu'on a découvert, c'est qu'il était encore plus important, c'était la flexibilité des organisations. Et c'est un point qui, moi, m'a aussi beaucoup frappé, qu'on aborde ce sujet, qu'on associe le sujet de la flexibilité de la métropole avec la flexibilité des organisations, des services, des techniciens, etc., etc. Voilà. Alors, sans transition, comme disait l'autre, comme on est dans un horaire très serré pour diverses raisons, moi, je propose qu'on s'arrête là, qu'on remercie infiniment tous les rapporteurs.